Oui, qu'il règne longtemps. De quoi parle le trône de fer? C'est une question simple à laquelle chacun peut répondre, qu'il connaisse la série ou les livres. Le trône de fer parle du trône de fer, de la rivalité entre les maisons, des dragons, de la magie, des marcheurs blancs, de la lutte entre le bien et le mal, du devoir, de l'honneur, des intrigues, de l'amour, oui, de beaucoup de choses. Mais demander à quelqu'un d'exprimer l'idée principale de la série, ce que George Martin voulait transmettre, en s'appuyant sur des faits tirés des livres ou de la série, met souvent en difficulté même les plus grands experts du trône de fer. Je suis convaincu que George Martin, après des décennies sur ce livre et des milliers de pages écrites, avait forcément une idée directrice unique. On peut improviser une histoire courte, mais pour un livre d'une telle ampleur, il faut avoir une idée claire de ce que l'on veut exprimer. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je considère personnellement comme l'idée principale de l'œuvre de George Martin. Je vais examiner les personnages clés de Game of Thrones pour montrer comment cette idée se reflète dans leur intrigue. Ainsi, en connaissant tout cela, vous n'aurez plus de questions sur la fin de Game of Thrones, ni sur qui devait s'asseoir sur le trône de fer. Le succès de Game of Thrones vient de son mélange unique de genres. George Martin a combiné drame historique, thriller politique et fantasy, créant un univers qui a séduit des millions de spectateurs. C'est souvent à la croisée des genres que naît quelque chose de vraiment nouveau et original. Dans l'univers de Game of Thrones, il y a des centaines de personnages et des dizaines d'intrigues, mais derrière chacune d'elles se cache une idée précise. Petyr Baelish incarne l'intrigue et l'ambition. Il voit le chaos comme une échelle vers le sommet, pas une menace. Le chaos n'est pas un échec, le chaos est une échelle. Ned Stark incarne l'honneur et le devoir, mais sa droiture le mène à une fin tragique. Tu es aussi têtu que ton père, et tout aussi honnête. C'est le plus beau des compliments. Ce n'est pas un compliment, l'honneur a tué ton père. Tywin Lannister est pragmatique. Pour lui, la priorité c'est la puissance de sa maison, quitte à se sacrifier. Tu sais ce qu'est l'héritage, c'est ce que tu laisses à tes descendants. Arya Stark est l'incarnation de la vengeance et de la rétribution. Samwell Tarly, c'est la connaissance. La liste pourrait continuer encore longtemps. Chacun d'eux n'est pas simplement une pièce sur l'échiquier, mais aussi le porteur d'un concept précis. Y a-t-il un lien commun entre toutes ces branches du récit ? Et je pense que oui. Pour comprendre, il faut écouter celui qui dit l'une des phrases clés de Game of Thrones. Il s'agit d'un homme qui ne possédait ni puissance militaire ni richesse, mais qui, malgré cela, était l'une des personnes les plus influentes de Westeros, par la manipulation, les connaissances et les rumeurs. C'est Varys. Le savoir est mon métier, madame. Dans la saison 2 épisode 3, Varys pose une énigme à Tyrion. Dans la pièce, 3 hommes puissants, un roi, un prêtre, un riche. Entre eux se tient un simple mercenaire, et chacun des hommes puissants lui ordonne de tuer les 2 autres. Qui survivra, qui mourra? Il existe différentes interprétations de la réponse à l'énigme de Varys, mais peu de gens savent que dans la 8e saison, Varys y répond lui-même. Le peuple choisit qui a le pouvoir, consciemment ou non. Et à mon avis, c'est justement l'exploration du thème du pouvoir qui constitue le sujet principal de Game of Thrones. Le pouvoir appartient à celui qui parvient à en convaincre les autres. Le pouvoir est une chose curieuse, milord. Voyons, à travers les personnages clés, comment le thème du pouvoir se manifeste dans leur parcours. Daenerys a commencé comme protectrice des démunis, libératrice des esclaves, défenseuse des opprimés, une personne qui se tenait du côté du peuple. Vous libérerez tous les esclaves à Yunkai. Tous les hommes, femmes et enfants recevront autant de nourriture, de vêtements et de biens qu'ils pourront emporter. Elle voulait plus que tout devenir une souveraine juste. Admirée, charismatique et déterminée, elle guidait les gens par l'espoir d'un avenir meilleur, non par la peur. Mais le pouvoir est une épreuve unique.
Avec le temps, il s'est avéré que les idées de Daenerys sur le pouvoir étaient idéalistes et trop naïves. Plus elle goûtait au pouvoir, plus elle devenait dure et intransigeante. Nous prendrons la ville, ma reine. Nous éliminerons tous vos ennemis. Au début, Sand Tibni, son pouvoir reposait sur le soutien du peuple. Il croyait en sa mission. Varys est resté jusqu'à la fin celui qui faisait tout pour assurer son succès. Même Tyrion, il l'a libéré juste pour en faire son conseiller. Un monarque capable d'effrayer les seigneurs et d'inspirer le peuple, un dirigeant aimé de millions de personnes. Ou viens à Meereen, rencontre Daenerys Targaryen et décide si ce monde mérite qu'on se batte. Le pouvoir transforme une personne. Il modifie la pensée, réduit l'empathie et incite à se croire au-dessus des normes, selon les psychologues. Entouré d'approbation, une personne croit en son infaillibilité et ses droits. Tout simplement parce qu'il est aux commandes. C'est ce qui est arrivé à Daenerys. La petite miséricorde est insuffisante. À chaque nouvelle ville, à chaque victoire, elle devenait de plus en plus sévère. Port-Réal, finalement, en cendres. Ce n'est ni folie ni perte de raison. Pour elle, c'était une décision consciente. C'était nécessaire. Elle croyait agir correctement. C'est le paradoxe du pouvoir. Souvent, le défenseur de la liberté devient tyran. Premier aspect du pouvoir, la corruption. Ned Stark, symbole d'honneur et de devoir. Il suit sa conscience et l'enseigne à ses enfants. Pour lui, la justice n'est pas un vain mot. Ce n'est pas pour rien qu'il dit cela. Celui qui prononce la sentence doit lui-même brandir l'épée. La responsabilité doit être personnelle, pas déléguée. À la mort du roi Robert Baratheon, Ned agit selon la loi. Il pense que la vérité se défendra d'elle-même, mais c'est là sa principale erreur. Il joue honnêtement, tandis que les autres tendent des pièges. Ce n'est pas un politicien, mais un guerrier, habitué à affronter l'ennemi sur le champ de bataille. Il n'est absolument pas adapté au monde des intrigues de palais, où la principale arme n'est pas l'épée, mais le mensonge et l'hypocrisie. Avant de vaincre l'ennemi, il faut l'identifier d'abord. On lui propose de prendre le pouvoir par la force. Celui qui tient le roi entre ses mains dirige le royaume. Pendant que vous hésitez, Cersei se préparera. Il suit sa conscience. Je ne vais pas souiller les dernières heures de Robert par le sang dans sa propre maison. Il finit d'abord en prison, puis sur l'échafaud. L'histoire de Ned Stark illustre la réflexion de George Martin sur le pouvoir. Le pouvoir ne récompense pas toujours les plus dignes. Les principes ne suffisent beaucoup pas. En politique, l'honneur et le devoir manquent parfois. Robert Baratheon illustre aussi les réflexions de George Martin sur le pouvoir. Il a pris le trône par la force en renversant le roi fou, puis s'est contenté de s'y asseoir comme s'il avait gagné un prix. Je veux que tu gouvernes le royaume pendant que la nourriture, le vin et les prostituées me conduisent à la tombe. Pour lui, le pouvoir est une récompense, pas un devoir. Voilà son erreur. Robert montre que gagner la guerre ne suffit pas. La vraie épreuve commence ensuite. Le pouvoir n'est pas un trophée à exhiber. Après l'avoir conquis par la force, il faut s'impliquer pour le conserver et gouverner. Parce que pendant que tu fêtes ta victoire, il y a déjà ceux qui se tiennent prêts à prendre ta place. Il s'est désintéressé des affaires de l'État, se livrant de plus en plus au vin et au plaisir, et il a commencé à perdre le contrôle de la situation. Son règne prouve qu'un trône conquis par l'épée devient vite un symbole vide, sans la volonté et la capacité de garder le pouvoir. Le souvenir de moi, du roi Robert Baratheon, tué par un sanglier. Stannis Baratheon est l'incarnation de l'idée du pouvoir comme loi. Pour lui, la couronne découle d'un droit inaliénable, non d'un symbole de puissance. Il doit être roi, convaincu que c'est sa destinée. C'est la loi. Le trône de fer me revient de droit. Le droit du sang est son principal argument. Stannis n'inspire pas, ne conquiert pas les cœurs et ne cherche pas l'approbation. Son pouvoir est froid, sans vie. Il exige l'obéissance sans inspirer. Jon Snow incarne un autre pouvoir. Comme son père, il veut te gouverner honnêtement et équitablement.
guidant par l'exemple et son charisme plutôt que par un droit légitime. Je me battrai pour Jon Snow, le roi du Nord. Ce n'est pas seulement un commandant, mais aussi un guerrier courageux aux côtés des soldats. Comme Ned Stark, il est prêt à assumer personnellement la responsabilité de chaque décision prise. Mais à quoi cela mène-t-il ? Ses propres compagnons le trahissent et le tuent cruellement. Pour la garde, pour la garde. Enfin, il doit exécuter les rebelles avec cruauté pour affirmer sa force et légitimer son pouvoir. On ne peut pas conserver le pouvoir seulement avec du charisme et de l'honneur. Parfois, il faut inspirer la peur. Et personne ne comprend cela mieux que Cersei Lannister. Elle donne une leçon mémorable à Petyr Baelish, qui tente de la faire chanter avec des infos compromettantes. On dit que l'attirance peut unir un frère et une sœur. Quand tout le monde l'apprend, c'est gênant. Il dit que le pouvoir vient de la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais Cersei lui prouve qu'il a tort. Attrapez-le, égorgez-le. Elle ordonne de le tuer, puis annule aussitôt. Attendez, j'ai changé d'avis. Relâchez-le. Reculez 3 pas. Tournez-vous. Fermez les yeux. Le pouvoir, c'est la force. C'est la règle comme on le voit avec Ned Stark. Il tient dans ses mains un décret signé par le roi Robert, un document qui fait de lui le régent. Le sceau du roi n'est pas brisé. Cersei le déchire, révélant que ce n'est qu'un bout de papier. Et c'est ça votre atout, Lord Stark? Un bout de papier? En vérité, cela n'a aucune importance si tu détiens le pouvoir. C'est pourquoi Ser Gregor Clegane est toujours aux côtés de Cersei. Ce n'est pas qu'un garde du corps, il incarne ses principes et démontre la règle qu'elle prêche. Le pouvoir, c'est la force. Cersei ne cherche ni la justice ni l'amour, et dans un monde dicté par les vainqueurs, sa méthode est redoutablement efficace. Mais ta force peut finir par rencontrer une encore plus grande, comme lors de l'incendie de Port-Réal par le dragon de Daenerys. Comme nous avons parlé de la scène avec Cersei et Littlefinger, il vaut la peine de s'attarder sur Petyr Baelish. Parfois, ceux qui détiennent beaucoup de pouvoir manquent de tact. Petyr Baelish incarne le pouvoir par l'intrigue. Il n'a ni armée, ni droit de naissance, n'inspire personne et suscite le mépris. Son arme, la manipulation et les intrigues. Il construit sa carrière en manipulant les ambitions des autres, en dressant les alliés les uns contre les autres, puis en ramassant les restes, se rapprochant ainsi de plus en plus du trône. Si la guerre relevait des maths, les mathématiciens domineraient. Il formule sa méthode pour atteindre le pouvoir comme une règle. Le chaos est une échelle. Là où certains voient un ton danger, il voit une opportunité dans l'instabilité. En semant la discorde, il s'élève toujours plus haut, profitant de la confusion et des faiblesses des autres. Il est un maître dans l'art d'utiliser le moment. Là où la guerre éclate, il parvient toujours à en profiter. Le phare de bois, oh oui. Mais même l'esprit le plus raffiné n'est pas tout puissant. Il perd finalement car il s'est engagé dans un jeu trop risqué, impossible à maîtriser. Surtout lorsque des forces entrent en jeu, des forces qui échappent à ton contrôle et dépassent les intrigues habituelles. Comme Bran Stark, devenu la corneille à 3 yeux. Pour Petyr Baelish, habitué à tout prévoir, ses joueurs sont son point faible. Cela lui sera fatal. Varys est aussi un joueur clé de cette partie d'échecs. Le pouvoir est une chose curieuse, milord. Un symbole du pouvoir, sans force, charisme ou loi. Sa force vient des informations obtenues via un large réseau d'espions. Son intelligence, son sang-froid et sa stratégie lui permettent de concevoir des plans sur des décennies. Varys considère que sa mission est de servir l'État, selon sa propre compréhension. À qui servez-vous vraiment? À l'État, milord. Il est l'incarnation du pouvoir bureaucratique de l'ombre, un éminence grise, capable de tirer les ficelles et d'influencer le cours des événements en coulisses. Varys ne cherche pas à s'asseoir lui-même sur le trône de fer.
Son objectif est de guider celui qu'il juge digne de régner. C'est ainsi qu'il commence à promouvoir Daenerys comme sa pièce dans le grand jeu. Cependant, même l'esprit le plus calculateur n'est pas à l'abri des erreurs. Ayant constaté que Daenerys ne répond pas à ses attentes, il cherche un autre candidat. Il y a aussi Jon Snow. Son jeu se retourne contre lui. Le souverain qui l'a servi longtemps le fait exécuter pour trahison. Lord Varys, moi, Daenerys de la maison Targaryen, je vous condamne. Son histoire prouve que même les manipulateurs peuvent finir sous le contrôle de ceux qu'ils ont manipulés. Nous avons examiné les personnages clés. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, et chez chacun d'eux se manifeste le leitmotiv principal, les réflexions de George Martin sur le pouvoir. Ce sont les gens qui décident qui détient le pouvoir, qu'ils en soient conscients ou non. Chacun de ces personnages incarne différents aspects du pouvoir. Ici, seuls quelques-uns ont pouvoir et influence, les autres doivent se soumettre. Exemple, Sandor Clegane, le limier. Il ne veut pas du trône, mais doit vivre dans un monde dominé par le pouvoir. Ou bien Bronn de la Nera, un homme sans titre, qui comprend parfaitement comment fonctionne ce monde et agit de façon cynique mais efficace, cherchant à en tirer le maximum de profit. Toutes les maisons, factions et personnages sont impliqués dans la lutte pour le pouvoir, que ce soit par idéalisme, survie ou intérêt. Oui, dans Game of Thrones, il y a de nombreux thèmes. L'honneur, la trahison, l'amour, le devoir, le destin. Mais c'est précisément l'exploration de la nature du pouvoir, de ses formes, qui est sans doute l'idée principale autour de laquelle tout le reste s'est construit. Il détient une épée et le pouvoir de vie ou de mort. Alors pourquoi prétendre que les rois détiennent le pouvoir si ce sont les épéistes qui gouvernent ? Si l'on garde à l'esprit cette idée principale du pouvoir comme thème clé qui traverse tout le récit, alors de nombreux rebondissements qui semblaient inattendus ou même controversés aux spectateurs commencent à acquérir une logique interne. On comprend alors pourquoi Daenerys, ayant commencé son chemin comme libératrice, finit par devenir une destructrice. Elle n'a pas perdu la raison soudainement, mais a abouti logiquement. Le pouvoir est devenu sa vérité absolue, justifiant tout. La petite miséricorde ne suffit pas. On comprend pourquoi Jon Snow, souverain idéal, ne prend jamais le trône de fer. Il n'est pas un joueur. Dans le Nouveau Monde, où le pouvoir n'est plus seulement une question de légitimité ou de justice, mais une question de survie et d'équilibre, il n'y a pas de place pour Jon. Son exil symbolise le refus que le pouvoir repose sur l'honneur et la justice. La fin, avec la destruction du trône de fer par le feu, est la culmination de toutes les réflexions de George Martin sur le pouvoir. Le dragon détruisant le trône semble ressentir lui-même. Ce n'est pas qu'un métal, mais une source de douleur et de destruction, une malédiction. Aucun de ceux qui l'ont convoité n'y a trouvé le bonheur. Par cet acte, Martin affirme « La quête du pouvoir est intrinsèquement destructrice ». Même si tu t'y diriges avec de bonnes intentions, tu risques de devenir, au cours du processus, celui que tu voulais renverser. Le pouvoir exige des sacrifices, ne tolère pas la faiblesse ni ne récompense la noblesse. Il a toujours un prix. Bran monte sur le trône sans surprise. Il n'a plus d'ambition personnelle et se contente d'observer, ayant dépassé le jeu humain. Martin propose une idée utopique. Le pouvoir doit être sans passion, ambition ni intérêt personnel et servir plutôt que gouverner. Dans notre monde, cela reste bien sûr inatteignable pour l'instant. Mais en tant qu'idée, c'est un contraste avec tout ce que nous avons vu dans Game of Thrones, après le chaos, les trahisons et le sang. Le trône va à celui qui n'a pas joué, aucun joueur ne l'obtient. C'est la déclaration finale de Martin qui conclut toute la saga. Le véritable pouvoir n'est ni un droit à la conquête, ni une récompense. C'est un fardeau que doit porter celui qui ne veut pas du pouvoir du tout. Game of Thrones est une réflexion sur le pouvoir et le point de vue personnel de George Martin, mais une question se pose. Pourquoi devrions-nous lui faire confiance ?
La fantasy peut-elle vraiment questionner la nature et les mécanismes du pouvoir? Je voulais traiter ce sujet en une vidéo, mais j'ai vite compris que c'était difficile à couvrir d'un seul coup. J'ai donc choisi de faire une suite séparée pour expliquer en détail pourquoi le point de vue de George Martin mérite attention. La publication de cette vidéo dépend de votre intérêt. Si le sujet vous importe, soutenez la vidéo et la chaîne comme d'habitude. D'autres vidéos sur Game of Thrones sont aussi disponibles sur cette chaîne. Cela aide beaucoup à la promotion. Si la suite est déjà sortie, cherchez le lien sous la vidéo ou à la fin à l'écran.